Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Eh bien, bonne nouvelle, mesdames, messieurs. D'entrée de jeu, on vous annonce que nous sommes encore en vie en ce 24 septembre. Absolument, Jeffrey, tu vois qu'on a bien fait de suivre le conseil, de préparer l'émission plutôt que de faire un truc improvisé. Parce que oui, effectivement, hier, samedi le 23, on nous annonçait le début de la fin du monde. Remarque que le début de la fin du monde, ça peut être long, ça peut durer 4 milliards d'années. Mais ça, c'était pas les Mayas en 2012? Ouais, en fait, c'est l'idée de cette fin du monde est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont arriver avec des nouvelles interprétations. Et là, voilà, on avait une sorte de prédicateur américain qui était arrivé, il prenait des passages bibliques, il a pris ces passages bibliques-là, en particulier du livre de l'Apocalypse. Okay. Il a fait un calcul numérologique, 3e paragraphe, 2e chapitre, le premier livre, voilà. Et en faisant des calculs un peu de cette manière-là, et en combinant ça à d'autres éléments un peu extérieurs, notamment l'éclipse solaire qui a eu lieu le mois dernier et la présence hypothétique d'une mystérieuse planète qui aurait fait son entrée dans notre système solaire, ce que nie bien sûr la NASA, cette planète Nibiru ou planète X. Donc en mettant tout ça ensemble, mais là, il a fait un livre et il en a vendu des tonnes de copies. Donc, il a généré des revenus, voilà, rempli son compte de banque. T'as tout compris. Et là, notre bonhomme en question annonçait que c'était le début de la fin du monde à partir donc d'hier. Évidemment, il s'est bien gardé de dire combien de temps durait le début. Mais des fois, le début est long. Les préliminaires peuvent être très, très longues. et donc, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Mais bon, on est là aujourd'hui. Tout va pour le mieux. Oui, il fait très beau au Québec en ce moment. On bat des records de température. Et je ne sais pas s'il faut associer ça à ce début de fin du monde, réchauffement de la planète, peu importe. Mais effectivement, parlant de réchauffement de la planète. Parlant de sujets brûlants. Aujourd'hui, à l'émission, un sujet qui soulève beaucoup de passion. On va aborder une théorie du complot parce que l'émission s'appelle Mythes et complots. Et c'est probablement une des théories du complot les plus populaires. Aujourd'hui, Christian, on va parler des chemtrails. Les chemtrails ou les traînées chimiques. Et en fait, pourquoi, j'explique un peu aux gens qu'est-ce que c'est que le chemtrail par rapport à au contrail. Parce que on sait tous que les avions qui volent à peu près entre 7600 et 12200 mètres, on parle des avions commerciaux, les Boeing, ces appareils, les gros porteurs qui transportent des passagers. On le sait que ces appareils-là laissent derrière eux des traînées de condensation qui, le mot d'ailleurs, c'est contrail, condensation trail. Ouais. Donc, le diminutif, le mot valise, c'est contrail. Et c'est produit par la condensation de la vapeur d'eau derrière les moteurs des avions. Et là, voilà que depuis une vingtaine d'années, il existe dans les théories du complot, on a vu se développer une sorte de... Voilà, une théorie du complot qui voudrait que certains de ces avions, en fait, seraient des appareils clandestins qui feraient des arrosages ou des épandages de manière illégale, ou en fait, illégale, mais du moins secrète. Ouais. Et ces gaz-là qui seraient répandus comme ça dans l'atmosphère serviraient à différents objectifs. Donc, il y a deux mécanismes pour les chemtrails. Le premier, Christian? Le premier, c'est le contrôle des climats. Donc, on dit que les autorités auraient développé des substances qui sont capables de larguer en l'air. Et là, on parle quand même à très haute altitude parce que ces appareils-là, que l'on accuse d'être impliqués dans ce complot des chemtrails, je rappelle chemtrail, mot valise pour chemical trail. Donc là, on ne parle plus de vapeur d'eau, mais on parle vraiment de produits chimiques, épandage de produits chimiques. Ces appareils, donc, largueraient ces produits chimiques qui serviraient à contrôler le climat. Donc, on a un premier mécanisme ici et on a un autre mécanisme également qu'entretiennent les théoriciens du complot. Laisse-moi deviner. Empoisonner la population. Voilà, beaucoup plus sordide. Donc, on empoisonne les populations et ça de manière à ce que on diminue la population. On sait que les populations sont vieillissantes et c'est vrai partout dans le monde et on espère que par cet empoisonnement clandestin, on va réduire le nombre de gens. Évidemment, ça, ce sont les deux mécanismes principaux. Il y en a plein d'autres. En fait, il y aurait autant d'interprétations qu'il y a de théoriciens du complot à pourquoi on fait ces épandages
épandages clandestins. Donc, c'est la théorie de ces chemtrails, chemical trails, qui seraient largués par des avions de manière clandestine, et ça pour avoir des impacts sur l'environnement ou encore sur les populations. Et on va aujourd'hui réfuter les principaux arguments des théoriciens du complot, les conspirationnistes, tant par rapport aux chemtrails. Est-ce que vous croyez aux chemtrails? On va vous parler tantôt, on va ouvrir les lignes, les numéros de téléphone pour nous joindre tout de suite. 514-790-9850 et 1-866-790-9850. Vous pouvez nous joindre aussi sur l'application Cogeco Live ou sur mythe au pluriel à cogecomedia.com. Tu sais, quand tu mentionnais, Jeff, que c'était une théorie du complot populaire, des sondages récents montrent qu'en Amérique du Nord, 17% des gens croient à l'existence des chemtrails. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Dans le cas des théories du complot, si on regarde, par exemple, un autre complot très populaire, est-ce que les hommes sont allés sur la Lune, par exemple, on aura l'occasion certainement de faire une émission là-dessus. Oui. On a à peu près de 6 à 7% des gens qui croient que nous ne sommes pas allés sur la Lune, que tout ça, l'alunissage de la mission, principalement la mission Apollo 11 et les missions subséquentes, oui. On sait qu'on est allé on croit, faut toujours marcher sur des œufs avec les théoriciens du complot, mais bon, théoriquement, selon l'histoire officielle, entre juillet 1969 et décembre 1972, 6 missions sont allées sur la Lune, Apollo 11, 12, 13, on connaît l'histoire, il y a eu un avarie qui a obligé l'annulation de la mission, ensuite 14, 15, 16 et 17. Les missions Apollo devaient aller jusqu'à Apollo 20, mais on a abandonné après Apollo 17, parce que les coûts économiques étaient trop importants. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens croient qu'on n'a pas été sur la Lune, que tout ça a été tourné dans des studios de cinéma. Et là, ici, on parle à peu près de 6 à 7% d'adhérents à cette théorie du complot de « nous ne sommes pas allés sur la Lune ». Alors ça te met en perspective. Pour ce qui est des chemtrails, on parle ici de 17% des gens en Amérique du Nord croient en l'existence de ces chemtrails. Et pourquoi les chemtrails? En fait, les chemtrails, on l'a mentionné, contrôle des climats, rendre les populations malades. Mais comment ces gens-là arrivent-ils à déterminer? Parce que rien ne semble davantage une traînée qu'une autre traînée, tu comprends? Donc, pourquoi ces gens-là disent-ils que comment arrivent-ils finalement à faire la distinction entre voici une traînée de condensation et une traînée chimique? Donc, ils ont bien sûr des paramètres. Ces paramètres sont bien sûr très discutables. Donc, ils soutiennent, par exemple, que ces traînées de condensation, ces traînées chimiques se produisent à des altitudes plus basses que les altitudes auxquelles on retrouve les traînées de condensation laissées par les gros porteurs. Ils prétendent également que ces traînées sont visibles plus longtemps et qu'elles persistent, en fait, qu'elles tiennent de manière soutenue, d'une façon plus concentrée, et ce, plus longtemps. Parfois, et il est facile de le constater, quand on va sur les sites des théoriciens du complot, où on parle de ces chemtrails, on voit très souvent des photographies où tu vois une série de traînées qui s'entrecroisent dans le ciel et qui forment presque une grille de tic-tac-toe. Alors ces gens-là nous disent, vous voyez bien, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on n'avait pas ce genre de phénomène qui se produisait dans l'air. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui entretiennent les théories des chemtrails, en fait, lorsque la théorie des chemtrails ou cette affirmation on faisait des épandages clandestins, elle vient surtout au départ d'une génération de baby boomers. Et ces baby boomers, soudainement, ont levé le regard vers les cieux et ont dit, tiens, c'est bizarre, le ciel me paraît moins clair aujourd'hui qu'il l'était en 1965. Et il y a une raison à ça. Oui, effectivement, on pourra en parler. Mais ils avaient raison. C'est vrai que le ciel d'aujourd'hui n'est plus le ciel de 1965. Alors, on s'y met à imaginer, il devait y avoir quelque chose de sordide derrière ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette théorie du complot. Donc, on a ces grilles dans le ciel qui forment des tic-tac-toe, ces traînées de condensation. Et parlant juste de la forme, avant de parler de statistiques en aviation, il y a un commentaire ici que j'aimerais te lire. De God or Satan. C'est son pseudonyme sur le YouTube. Il dit en bas d'une vidéo sur les chemtrails, qui est un montage de photos avec des traînées de condensation dans les airs. Ou de traînées chimiques. Ben, selon God or Satan, ça certainement. Sont des traînées chimiques. Il dit surveiller l'eau du robinet, oui. Car il pourrait y avoir du barium, de l'aluminium
qui redescend lors de pluies intenses. Surveillez le signe de la mort, un gros X dans le ciel tracé par le nouvel ordre mondial. Les Illuminati. Et effectivement, on voit que notre... comment tu me rappelles son nom de... God or Satan, c'est pas trop. Il est aux antipodes. Il commente les mais... deux. Ce God or Satan, écoute, il mentionne notamment de l'aluminium et du barium, tu m'as dit? Oui. Mais effectivement, lorsque l'on parle aux théoriciens du complot qui nous parlent de ces fameuses traînées chimiques, les 3 produits qu'on trouverait parmi ces fameuses traînées chimiques, oui. Il y aurait principalement de l'aluminium, du barium et du strontium. Il faut quand même savoir, Jeff, que l'aluminium est le métal le plus présent sur Terre. Oui. Donc, ce sont l'aluminium, le barium et le strontium, ce sont des éléments que l'on retrouve énormément dans l'environnement de façon naturelle. Le strontium n'est pas un élément naturel qu'on retrouve facilement, mais il est souvent une conséquence d'explosions atomiques. Et on le sait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a énormément des détonations d'armes atomiques et il n'est pas surprenant qu'on retrouve dans l'air encore des particules de strontium. Quoi qu'il en soit, ce sont ces 3 éléments-là qu'on dit retrouver dans l'eau, dans la nappe phréatique. Bref, ce sont les 3 éléments principaux qui composeraient ces fameuses traînées chimiques. Et c'est par ces marqueurs-là qu'on arriverait à dire, voilà, on a été victime d'un de ces chemtrails. Et on va poursuivre après la pause et on prendra vos appels d'ailleurs 514-790-9850 1-866-790-9850. Est-ce que vous croyez aux chemtrails? On revient dans les prochaines minutes à Mythes et Complots sur le réseau Cogeco et on va parler aussi dans un instant de géo-ingénierie. Oui. Fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. Vous écoutez Mythes et Complots. On parle aujourd'hui des chemtrails et on veut vous parler, on veut vous adresser la parole. Est-ce que vous croyez aux chemtrails? Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui y croient? Est-ce que ça vous a déjà embarrassé d'entendre quelqu'un, je sais pas, dans un souper samedi soir avec la famille, quelqu'un qui parle des chemtrails, qui parle que de ça et qui vous importune avec ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, Christian. Ah oui? Raconte-moi l'anecdote, mon ami. J'avais 16 ans à l'époque. Je commençais à faire de la radio commerciale. Okay. On diffuse une émission dans un parc, dans la Naudière. Et puis, un représentant des ventes qui vient me voir. La Naudière est une cible favorite pour les chemtrails. On est en région, il y a beaucoup d'agriculture. Et puis, le représentant, qui est mon collègue de l'époque, avec qui je veux pas perdre mon capital de sympathie, je veux être diplomatique, se met à me dire, hey, tu sais, Jeffrey, ce qu'on voit dans le ciel, les traces blanches, ce sont des chemtrails. C'est les gouvernements qui souhaitent nous empoisonner. Et là, en entendant ça, je me dis, c'est d'un ridicule, mais je peux pas réfuter, je peux pas le confronter. Exact. Il faut que je conserve mon capital de sympathie. Alors, 514-790-9850, 1-866-790-9850. On ouvre les lignes tout de suite, puis on vous parlera dans les prochaines minutes. Écoute, quand tu parles ces théories du complot des chemtrails, on rappelle encore un nom valise qui veut dire chemical trail, traînée chimique. Donc, pour résumer, ce sont des largages, des épandages clandestins de produits aérosols que certains gouvernements lanceraient dans l'air pour empoisonner, contrôler la température ou empoisonner les populations. Mais concernant le contrôle de la température, voilà, c'est possible. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle avec les théoriciens du complot, c'est qu'on mélange beaucoup de choses. Certaines relèvent de la pure fiction, d'autres sont tout à fait vraisemblables. Donc, le premier élément qu'il faut comprendre pour bien saisir ce dossier des chemtrails, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la géo-ingénierie. Parce que, je dirais, c'est l'élément de base, la géo-ingénierie. Et cette géo-ingénierie, elle est une préoccupation bien réelle. Donc, la géo-ingénierie, c'est-à-dire, est-ce que l'on pourrait utiliser des produits aérosols ou d'autres mécanismes pour contrôler la température? Pour contrer, par exemple, les effets du réchauffement. Du réchauffement de la planète, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est la première préoccupation, je reviens. Oui. Donc, c'est cette idée de contrôler le réchauffement de la planète. Il faut quand même dire
dire que c'est une préoccupation qui est bien réelle. Déjà en 1972, on était loin des technologies d'aujourd'hui et déjà sur les planches à dessin, sur les planches des théoriciens, des gens qui parlaient de la géo-ingénierie, c'était déjà une réalité possible à court terme. En 1972, les grands pays industrialisés ont voté une loi pour interdire la géo-ingénierie à des fins militaires. Donc déjà, on est en 1972 et on se dit, il faut éviter que les militaires prennent le haut du pavé avec cette possibilité-là. Et c'est vrai que c'est préoccupant. En 1996, Jeffrey, c'est quand même pas si loin, il y a à peine 20 ans, l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, avait fait une gymnastique et qu'elle avait publié sous le titre une nouvelle arme, contrôler le climat pour 2025. Donc, on est tout près, là. Donc, déjà, il y avait eu cet exercice où des militaires se sont penchés. Ils ont dit, voici ce que l'on pourrait développer de manière concrète pour contrôler le climat, et ça, à partir de 2025. Ben, tu vas me dire, 2025, c'est quand même tout près. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même tout près. Et c'est vrai que quand une gymnastique comme celle-là se fait dans les locaux de l'armée, ça devient de plus en plus préoccupant. Donc, alors, en gros, là, la géo-ingénierie, géo pour global, sur toute la planète, ingénierie pour donc, c'est ça. Ingéniosité, ingénieur. On créerait des nuages, par exemple, avec certains gaz, certains éléments chimiques. Pour pouvoir transformer le climat. Bon, parfait. Parce que quand on parle aussi de cette théorie des chemtrails, il faut quand même retenir certaines choses. Il y a du vrai et du faux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas... Et moi, je veux juste... Parce que là, je veux juste revenir sur ce que je disais, Christian. Oui, vas-y. Là, je vais me faire envoyer des courriels. Okay. J'ai dit, on créerait certains gaz. On épandrait certains gaz. Parce qu'on peut pas... Rien ne se perd, rien ne se crée, donc, tout se transforme. Bon, on épand des gaz aérosols. Et il faut quand même savoir qu'il y a un fond de vérité à ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle des chemtrails, je ne dis pas c'est impossible ou on ne le fait pas ou ci ou ça. Il y a une différence entre des petits programmes parce que, il faut l'avouer, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, les grands pays industrialisés, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, etc., mettent disponibles sur des réseaux Internet, ils mettent maintenant disponibles leurs archives militaires, archives policières et autres. Et on découvre en fouillant là-dedans, bon, les archives de la CIA, du FBI, le MI5, le MI6, on découvre en fouillant là-dedans qu'il y a eu quand même, à quelques reprises, des petits programmes très, très, très réservés, des petits programmes d'épandage de produits aérosols. Par exemple, en 1951, même si c'est pas confirmé, il y a une rumeur persistante, qui dit qu'en 1951, la CIA, qui était impliquée dans un programme qui s'appelait le programme MK-Ultra sur le contrôle de la pensée, la CIA aurait laissé tomber un gaz de manière aéroportée. On aurait fait un épandage d'un produit dérivé du LSD sur une petite commune française qui s'appelait Pont-Saint-Esprit. Et là, rapidement, les gens ont commencé à développer des symptômes, des démangeaisons, des hallucinations. En fait, des symptômes très voisins d'un empoisonnement alimentaire à l'ergot de seigle. D'ailleurs, les autorités officielles avaient conclu, les autorités françaises, avaient conclu que les gens, cette folie qui s'était emparée de Pont-Saint-Esprit en 1951, était un empoisonnement alimentaire dû à ce parasite du seigle qui est l'ergot. Mais une rumeur persistante voudrait en fait que parce que c'est vrai que l'empoisonnement l'empoisonnement à l'ergot de seigle donne des symptômes très voisins d'un bad trip, si tu me permets l'expression. Ouais, avec le LSD, donc hallucination, démangeaisons, etc. Donc la rumeur persistante, c'est que euphorie intense. Voilà, ce n'était pas de l'ergot de seigle, c'était un épandage de LSD. Ensuite, on le sait, bien connu à la fin des années 60, particulièrement les années 68-69, l'agent orange. Voilà, les Américains ont laissé tomber un défoliant sur les forêts du Vietnam dans l'espoir d'enlever les feuilles et de voir les ennemis qui pouvaient s'y cacher, parce qu'on utilisait bien sûr l'abri des arbres pour se dissimuler. Donc, on a envoyé cet agent orange et bien sûr, les dioxines toxiques de cet agent orange ils étaient cancérigènes, restaient dans l'environnement pendant de longues années. Donc, l'agent orange était un agent toxique, voire cancérigène, et c'est vrai que les Américains l'ont largué sur certaines régions du Vietnam.
À la même époque, à peu près, le gouvernement britannique a rendu public assez récemment des documents qui montrent bien qu'à la même époque, ils avaient fait eux aussi des épandages. En fait, on avait largué un produit, le sulfure de cadmium. On avait largué ça sur le sud de l'Angleterre et ça, bien sûr, à l'insu des populations. Le gouvernement britannique prétend que le sulfure de cadmium est tout à fait inoffensif, ce qui n'est pas de l'avis général. Mais enfin, on a largué ces gaz-là et l'idée était bien sûr de déterminer quel était le comportement de certains gaz de manière aéroportée dans l'air dans l'éventualité d'une guerre ou d'une attaque bactériologique. Parfait. Donc, c'est la raison qu'a donné le gouvernement britannique pour avoir agi à l'insu des populations sur ces épandages clandestins. Et bien sûr, de manière plus soutenue et cette fois beaucoup plus connue du public, il y a ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages, c'est-à-dire dans des régions excessivement désertiques, il arrive que des programmes, on mette de l'avant des programmes où on va larguer dans l'air de l'iodure d'argent qui va forcer la condensation de l'humidité et faire pleuvoir. On crée littéralement la pluie avec cet ensemencement des nuages. Mais tout ce dont je te parle là, ce ne sont pas, et là, c'est là où je veux t'amener, c'est des exemples où il y a eu épandage clandestin, mais tel que t'expliques dans ton livre, l'enquêteur des théories du complot, ce ne sont pas là des complots. Non, ce sont pas là des complots et ce ne sont pas des programmes de grande envergure parce qu'il est là la différence entre le chemtrail et ces petits programmes. On ne nie pas que ces petits programmes ont eu lieu, mais c'était des trucs un peu occasionnels que l'on a fait un peu sur le couvert, bon, etc., etc. L'ensemencement des nuages est beaucoup plus soutenu. On raconte, par exemple, qu'entre 2 et 5% de la pluie qui tomberait dans le sud de la Californie, dans les régions désertiques du sud de la Californie, serait provoquée par de l'ensemencement des nuages. Donc là, on est dans un programme qui est plus soutenu, qui a plus d'envergure, mais qui est quand même tout à fait public et qui se fait avec la connaissance de la population, avec l'aval des autorités, l'aval des contrôleurs aériens. Donc, il n'y a rien de secret là-dedans. C'est pas ça notre problème lorsque l'on parle des chemtrails. Parce que la théorie des chemtrails, ce ne sont pas ces petits épisodes, mais ce sont réellement un programme de grande envergure qui impliquerait les grandes nations du monde, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, dans un programme clandestin à grande échelle pour gazer les populations, les rendre malades ou contrôler les climats. Et on va parler avec Alain. Bonjour Alain, est-ce que vous croyez aux chemtrails? Bien sûr que je crois à ça. Ma première observation, ça a été dans les années, l'été 98. Et puis, je suis un passionné de l'aviation. Et puis, il faut croire aussi qu'on parle des chemtrails, mais les chemtrails, c'est un phénomène plutôt rare et plutôt, comment je dirais bien ça, occasionnel. C'est-à-dire que, tel qu'on a expliqué, chaque fois qu'il y a un avion dans les airs, avec, il y a des chemtrails, il y a des traînées de condensation. Oui. Alors, c'est pas occasionnel. Les chemtrails, les autres qui sont là, ils peuvent être là plusieurs heures. Et les traînées de condensation, c'est quelques centaines de mètres à 1 kilomètre et ça disparaît tout de suite. Je les observe avec mon télescope. Et puis, on voit très, très bien les gicleurs qui sont installés au bout des ailes et entre les deux réacteurs. La plupart du temps, c'est tous des 747. On les voit très, très bien. Je peux voir même les rivets sur le fuselage. Parfait. Christian, est-ce qu'on pourrait répondre à Alain? Ben, en fait, ce qui se produit, donc monsieur dit, bon, les traînées de condensation vont avoir telle longueur, ils vont durer quelques minutes, etc. Ça, c'est absolument faux. C'est une fausse croyance. En fait, les conditions atmosphériques peuvent faire que à certains moments, il n'y aura pas de traînées de condensation et à d'autres moments, ces traînées peuvent être très, très longues, s'étendre sur des dizaines de kilomètres. Parfois, elles peuvent être même interrompues au milieu. Donc, on peut voir une partie de la traînée de condensation, elle va s'arrêter et reprendre un peu plus loin, tout simplement parce qu'à cet endroit-là précis, il y a une variation dans l'humidité et en fonction de ces conditions atmosphériques, certaines traînées de condensation peuvent perdurer pendant quelques minutes, d'autres pendant des heures. Donc, de prétendre l'argumentaire des théoriciens du complot qui se base essentiellement sur un constat visuel, de dire « Ah, cette traînée-là est plus longue ou cette traînée-là a duré plus longtemps », c'est de la foutaise. Les conditions atmosphériques peuvent faire changer tout ça et il faut tenir compte de ces conditions atmosphériques avant de conclure de cette manière-là. Quant aux gicleurs sur les ailes des appareils, bien sûr qu'il y a des gicleurs sur les ailes des appareils et ils sont là pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'un appareil se pose,
on le sait, le carburant de ces gros porteurs se trouve dans les ailes. Et au moment où l'avion va se poser, en fonction des vents, bien sûr, on peut demander, on va essayer d'équilibrer le poids de l'aéronef, oui, et on va larguer du carburant. D'ailleurs, souvent, les théoriciens du complot vont montrer des images d'avions qui larguent du carburant en essayant de nous faire croire qu'il s'agit d'un épandage clandestin. C'est absolument faux et c'est une façon de faire qui est excessivement répandue dans le domaine de l'aviation. Donc, en fonction des vents, il arrive régulièrement que des pilotes vont larguer un peu de carburant dans l'air à travers ces fameux gicleurs pour, bien sûr, équilibrer l'aéronef avant de le poser au sol. Et Alain, est-ce que vous croyez qu'on souhaite empoisonner la population ou encore contrôler les conditions climatiques? Je suis pas dans le complot puis ni de contrôler la population. Je suis plutôt moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est plutôt une façon de protéger, en fait, c'est de créer un genre d'atmosphère artificielle, tout simplement en cause, peut-être qu'ils n'en parlent pas assez, de l'affaiblissement croissant du champ magnétique terrestre qui nous protège plus, qui nous protège pas des rayons UV, et c'est juste pour comme un prolongement. Mais je fais pas partie des ceux qui nous empoisonnent, loin de là. Okay. Absolument loin de là. Vous n'êtes pas dans les deux mécanismes qui sont propagés par les théoriciens du complot. Vous nous parlez plutôt du champ magnétique, de protection. Mais en fait, tu vois, Jeffrey, quand on parle de cette géo-ingénierie, qu'elle soit effective ou non, moi, personnellement, pour avoir enquêté sur le sujet, je n'ai pas trouvé l'existence ou la réalité d'un épandage clandestin à grande échelle. En revanche, ce que monsieur dit, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on parle de la géo-ingénierie, c'est sûr que les théoriciens du complot ont une tendance à favoriser des scénarios sordides. On veut empoisonner les populations. Mais c'est vrai que sur la planche à dessin des ingénieurs, cette idée-là de créer une géo-ingénierie pour mieux nous protéger, elle est tout à fait effective. C'est le but premier. Si on pouvait contrôler quelque chose, qu'est-ce que l'on ferait? Quelles seraient nos priorités? La priorité numéro 1, ce serait de nous protéger contre le réchauffement de la planète. Ensuite, réussir à diminuer on le sait, on a endommagé la couche d'ozone. Est-ce qu'on pourrait réparer la couche d'ozone avec des systèmes comme ça? Donc, des systèmes palliatifs réparateurs. Pas forcément des approches, disons, sordides pour empoisonner les populations. Donc, l'idée que monsieur propose à propos de protéger la Terre... C'est pertinent. C'est pertinent et c'est vrai que c'est la préoccupation première des gens qui s'intéressent à la géo-ingénierie. Merci Alain de votre appel. Dans un instant, une étude qui prouve l'inexistence des chemtrails. On va parler de désinformation dans les prochaines minutes. Pour nous joindre, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Croyez-vous aux chemtrails? Vous pouvez également nous écrire, mythe au pluriel, à commercial-cogecomedia.com. On revient dans 3 minutes sur le réseau Cogeco. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots au réseau Cogeco. Can leave a persistent jet contrail which will spread across our skies from what this picture up here on my left on the screen looks like, which is a trail left by a jet. That trail can expand to 4,000 kilometers and last for 20 hours. This was unheard of in the early 60s and the 70s, and it wasn't until the late 1980s that there was a change and we started to have persistent jet contrails that persist. NASA studies show that part of our global warming problem could be attributed to these types of contrails and the jets that leave them. So one of the issues as we go through is, how do you like your skies, natural or man-made? And right now, we are making man-made clouds, and this is trapping warmth in our atmosphere. The climate change that is produced by these jets. Alors, c'est une dame qui parle et qui dit que il y a des traînées derrière les jets qui parfois vont durer 20 heures, s'étendent sur 4000 kilomètres, et dans les années 90, on a commencé à observer des contrails
persistant pour la première fois par rapport aux années 60, 70 par exemple, et que maintenant le ciel est man-made, c'est-à-dire qu'il est produit par les hommes. Voilà, exactement. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque l'on parle avec les théoriciens du complot, ou si on va sur les sites qui sont dédiés aux théories du complot, très souvent les théoriciens du complot vont nous renvoyer comme ça à des vidéos. Ce qu'on vient d'entendre est un extrait d'une dame qui parlait à une séance de l'ONU en 2007, qui est une séance plénière. Donc cette dame-là n'était pas une élue, mais donc, une séance ouverte au public. Ouverte au public, où les gens venaient et parlaient de choses qui les préoccupaient. Cette fois-là, on parlait des chemtrails ou cette géo-ingénierie. Bien sûr, ça aurait pu être les enlèvements extraterrestres ou autre truc, là. Bon, on le comprend, c'est ouvert au public, les gens viennent, c'est une séance plénière. Donc, cette dame-là présente son dossier et elle est préoccupée par la géo-ingénierie. Elle parle notamment de ces nuages et elle n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de preuve que des programmes d'envergure existent dans ce sens-là, mais lorsqu'elle parle justement de ces traînées de condensation qui représentent un danger pour l'environnement, elle cible quand même quelque chose de très important. Parce qu'il faut quand même se rappeler, je l'ai mentionné un peu plus tôt, beaucoup des adeptes des théories, de cette théorie des chemtrails soutiennent que le ciel n'est pas tout à fait comme il l'était dans leur enfance. Et ils ont un peu raison. Mais il faut pas voir là-dedans un épandage chimique clandestin, mais simplement une augmentation du trafic aérien. Et là, je t'arrive à quelques chiffres, Jeff. Oui, des statistiques très percutantes. Et tu vas voir que c'est quand même très préoccupant. En 1950, on avait à peu près 1,5 million à 2 millions de gens qui utilisaient le transport aérien. Et là, on parle sur une base annuelle. Donc, entre 1,5 million et 2 millions de passagers. En 2014, le nombre de gens transitant par le trafic aérien est passé à 3 milliards. En 2030, on estime que les gens qui vont utiliser l'avion comme moyen de transport annuellement sera de 6 milliards. Il y a chaque jour 80 000 vols d'avions et ça représente pour un total de 30 millions de vols par an. Et tu me disais que en ce moment, là, au moment où on se parle, il y a constamment autour de 10 000 avions qui sont en l'air, voilà. Donc, parfait. Lorsque un appareil se pose, un autre décolle. Dans des grands aéroports, par exemple, l'aéroport d'Atlanta en période de pointe, on a un départ toutes les 45 secondes. Alors, tu comprendras que si tu habites près d'un aéroport et cette déréglementation dans le trafic aérien, l'apparition de destinations à rabais et autres, bon, tout ça a favorisé le transport aérien et tu comprendras que si tu habites près d'un grand aéroport, que ce soit celui de Montréal, d'Atlanta, de Chicago, bien sûr, certaines journées, lorsque les conditions climatiques sont là et elles sont favorables, le ciel doit ressembler à une grille de tic-tac-toe. Ça n'a rien à voir avec de l'épandage chimique. Ce sont les traînées de condensation des avions qui elles-mêmes représentent un danger pour l'environnement. On y reviendra. D'ailleurs, on s'est rendu compte, Christian, le 11 septembre 2001, lorsqu'on a cessé tous les vols sur la planète parce qu'on avait peur, que les variations, cette journée-là, les variations de température du matin au soir étaient plus faibles pendant le 11 septembre. Uniquement parce que on avait bloqué les avions au sol. Donc, on le voit, on a des répercussions presque immédiates sur les températures et le comportement aérien. Ce qui n'est pas étonnant. Là. Qui n'est pas étonnant. Et tout ça à cause de la présence de ces traînées de condensation. D'ailleurs, faut pas se le cacher, les grands organismes environnementalistes, que ce soit Greenpeace, que ce soit la Fondation David Suzuki, ces gens-là qui ont été questionnés, qui ont été interpellés par les théoriciens du complot sur les chemtrails en disant pourquoi Greenpeace ne s'intéresse-t-il pas aux chemtrails? Pourquoi la Fondation David Suzuki ne s'intéresse pas aux chemtrails? Parce que ce sont ces fondations et ce sont des milliers de laboratoires indépendants tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde qui, il y a quelques années, ont tiré la sonnette d'alarme en disant attention, la planète se réchauffe. Donc ces gens-là qui ont attiré l'attention sur le réchauffement de la planète, pourquoi ces grands groupes environnementalistes ne font-ils pas de même si c'est vrai qu'il y a des chemtrails et qu'on nous empoisonne au quotidien? Et la réponse de Greenpeace ou de la Fondation David Suzuki, c'est que le dossier des chemtrails est vide. Il n'y a rien là-dedans qui permet de croire à la réalité des chemtrails. Et je me rappelle avoir vu, par exemple, David Suzuki à la télévision dire, écoutez, lâchez-moi les chemtrails et concentrons-nous sur les contrails, les traînées de condensation, parce que elles représentent un véritable problème pour l'environnement. En fait,
Au cours des dernières années, on a vu une augmentation de 5% des nuages cirrus dans l'atmosphère aux États-Unis. Et tout ça, ce 5% d'augmentation de nuages cirrus est directement dépendant des traînées de condensation des avions. Donc, on le voit. Puis les avions, bien sûr, tu auras compris, Jeff, que ces appareils-là, la combustion du carburant... Des gaz à effet de serre. Voilà, émettent des gaz à effet de serre, rejettent dans l'atmosphère également des résidus de cette combustion. Alors, tout ça représente un véritable danger pour l'environnement. Alors, avant de s'intéresser à d'hypothétiques traînées chimiques, on peut s'intéresser aux véritables traînées de condensation qui, elles, existent bien. Il n'y a pas de doute là-dessus et elles représentent un danger pour l'environnement. Et une étude de quand même 77 scientifiques qui récusent l'existence des chemtrails. Ça, c'est intéressant. Ça a été publié dans un périodique scientifique l'an dernier. On a demandé à 77 scientifiques qui sont des spécialistes de la physique atmosphérique. Parce que bien sûr, toi ou moi, on peut regarder à l'extérieur, dire « Ah, j'ai l'impression que cette traînée-là est plus longue, plus courte, qu'elle dure moins longtemps, plus longtemps. » Donc, mais on n'a pas forcément la formation académique pour avoir un jugement éclairé. Alors, on s'est tourné vers des gens qui avaient cette formation. On a donc sélectionné 77 scientifiques. On leur a posé la question, regardez le dossier des chemtrails. Et sur les 77 scientifiques, Jeffrey, et ça fait l'objet d'une publication dans un périodique scientifique, 77 de ces scientifiques-là qui n'étaient pas attachés à des agences gouvernementales, sur les 77 scientifiques, 76 ont tenu comme conclusion que les chemtrails étaient un non-sens. Et le dernier scientifique n'a pas dit oui, il y a des chemtrails, il s'est simplement abstenu de prendre une décision sur la foi du dossier présenté. Donc, on est en présence de quelque chose qui, pour l'instant, est très difficilement soutenable comme argumentaire. Et dans un instant, conclusion sur les chemtrails à Mythes et Complot. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complot avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et un dernier argument là, pour réfuter la réalité des chemtrails, Christian, le fait que du haut des airs, c'est impossible que les gaz se rendent au sol. C'est sûr que si on parle d'un largage de produits aérosols à partir d'une altitude de 12 500 mètres, par exemple, les scientifiques qui sont des spécialistes de la physique atmosphérique te diront qu'il y a à peu près aucune chance que ce gaz puisse tomber jusqu'au sol. Il faut savoir qu'à ces altitudes, les vents dépassent 150 km/h, donc un produit aéroporté va rester là, il va se répandre dans l'air à ces grandes altitudes et les chances de retrouver des résidus au sol est à peu près nulle. Donc cette idée de dire qu'aujourd'hui on a un programme d'envergure où on largue, on fait des arrosages avec des aérosols à partir d'altitudes, de haute altitude, 10 000, 12 000 ou 15 000 mètres d'altitude, c'est à peu près impossible. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un danger à court ou à moyen terme. Moi, je dis, et c'est mon opinion, il n'y a pas actuellement, les chemtrails sont un mythe. Mais ce n'est pas interdit de penser que dans quelques années, ils pourront devenir un véritable problème. Et on comprend aujourd'hui qu'il y a déjà une préoccupation à l'échelle internationale sur l'utilisation de produits chimiques qu'on pourrait répandre dans l'atmosphère, soit pour contrôler les climats ou pour toute autre raison. Alors, les théoriciens du complot favorisent la désinformation, démonisent les sources officielles. Les chemtrails sont impossibles en raison de l'altitude des avions, par exemple. Le véritable problème en aviation, c'est les traînées de condensation, les contrails, qui, oui, en effet, ont un impact sur l'environnement. Sur l'environnement. Et quand tu mentionnes les théoriciens du complot ont une tendance à jouer la désinformation, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on visite des sites qui sont consacrés aux chemtrails, on voit souvent, par exemple, des photographies où on voit l'intérieur d'un avion, un gros porteur, avec des barils qui ressemblent à des barils de bière, reliés les uns aux autres par des tuyaux. Et là, on nous dit que ce sont là les réservoirs de ces gaz chimiques qu'on va lâcher sur les gens, où on voit encore des avions qui larguent des substances dans l'air. Et comme je l'ai mentionné en cours d'émission, bon, d'abord, le largage dans l'air, c'est très souvent des images d'un largage de carburant qu'on essaie de nous faire passer pour un largage de gaz toxique, ou les fameux barils à l'intérieur des avions. Il faut savoir que c'est une pratique courante chez les fabricants d'avions d'utiliser des barils remplis d'eau pour déterminer quelle est la stabilité d'un aéronef en cours de construction. Donc, on utilise des images ou des films qu'on va un peu travestir la réalité pour nous faire croire à cette idée des
des chemtrails. Ah oui, sur YouTube, plus tôt, je préparais l'émission, puis je voyais des documentaires officiels là, Oui. dans lesquels il n'est pas question de chemtrails, mais les gens qui ont publié le documentaire ont donné un titre. Voici la preuve que les chemtrails existent. Voilà. Et tu regardes le documentaire, puis on parle de géo-ingénierie. Alors, Absolument. Et tu seras en conférence, mon cher Christian, le 14 octobre prochain. Le titre de la conférence... C'est nos ancêtres, les extraterrestres, avec un point d'interrogation, je te ferai remarquer, Jeffrey. Donc, on le sait et on fera sûrement une émission là-dessus. Ce sont toutes ces hypothèses, théories voulant que dans l'histoire, des extraterrestres seraient intervenus et auraient changé le cours de l'évolution humaine. Est-ce que les pyramides d'Égypte Voilà. ont été construites par les extraterrestres? Les plans, les lignes de Nazca sont-elles des terrains d'atterrissage pour les dieux? Donc, je vais aborder toutes ces questions-là. C'est le 14 octobre prochain au Centre Roussin à Montréal. Toute l'information sur mon site web, lechristianpage.ca. Merci à Catherine Huet, merci à Valérie Baudouin, merci à Mario Langlois, merci à toi, Christian, également. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, 14h, pour un autre Mythe et Complot. Salut, portez-vous bien.